Voilà, merci de vous installer, d'écouter attentivement tout ce qui va être dit pendant cette matinée. Donc, bonjour, je m'appelle Frédéric Delmonte, je suis journaliste économique et c'est moi qui vous accompagne pendant la première partie de cette matinée et vos échanges. Avant de démarrer, je souhaitais saluer M. Julien Langlais, secrétaire général, adjoint aux affaires régionales, représentant M. le préfet de région, Stéphane Bouillon. Je voulais aussi saluer l'ensemble des présidents des CCI de PACA. Donc, la matinée est organisée en deux parties. Une première partie avec des interventions et des échanges entre élus des différentes CCI et des représentants du monde économique. Et une deuxième partie qui va commencer à 11h45 très précise et qui sera plus institutionnelle. Alors, durant cette matinée de travail, vous allez constater que le réseau des CCI de PACA est très concrètement dans l'action et plutôt 7 fois qu'une. À ce sujet, nous allons écouter le président de la CCI de région, Alain Lacroix, nous rappeler le chemin réalisé depuis l'Assemblée générale du 26 janvier 2017. Monsieur Lacroix, si vous voulez bien nous rejoindre sur l'estrade. Ah, vous êtes sympa, mais vous applaudirez après, hein, parce que vous ne savez pas ce que je vais vous dire. C'est pour me donner du tonus. Ouais, si vous êtes sympa, j'en ai besoin. Alors, chers amis, depuis notre assemblée du 26 janvier dernier, donc, on a fait un petit bout de chemin, et je vais le rappeler. Lors de cette assemblée donc, de janvier, nous avons arrêté le schéma directeur donc, qui fixe pour les 5 prochaines années le périmètre de nos chambres de commerce. Ça, c'était la première décision que nous avons prise. Et puis, lors de notre assemblée générale du 21 avril, nous avons validé notre vision et les ambitions qu'il convenait donc que nous portions au service de notre région et de nos entreprises. Et mes collègues et amis de présidents des chambres étaient intervenus donc à la tribune pour exprimer cette vision. Donc entre cette dernière assemblée générale et celle d'aujourd'hui, eh bien, nous nous sommes acquittés dans le respect du cahier des charges qui nous a été fourni. Je parle devant monsieur le représentant du préfet de région. Nous sommes acquittés donc de la rédaction de nos 5 schémas sectoriels. Mais, et je l'ai dit l'autre jour chez Jacques à l'Assemblée générale de la CCI du Var, mais parce que je trouve pour ma part que cet exercice est un peu lourd et administratif et qu'il ne fait pas assez ressortir l'essentiel des priorités auxquelles nous devrions nous attacher, nous avons décidé, avec les membres du bureau, d'extraire de l'ensemble de cette production les actions les plus emblématiques qu'il convenait de conduire collectivement. Et on a fait ce travail-là avec l'ensemble des personnes qui ont travaillé dans ces chantiers et avec le bureau. On a fait ce travail collectif en fonction de 3 critères de sélection. Le premier, c'est de faire ressortir les actions qui avaient un caractère prioritaire et transformant pour le service donc à nos ressortissants et au territoire en général. Le deuxième critère, c'était le fait que ces actions soient transversales, c'est-à-dire qu'elles concernent la totalité des chambres de commerce et qu'elles les associent pour amorcer notre travail collectif. Et puis enfin, c'est qu'elles puissent faire l'objet d'un financement par la Chambre régionale dans le cadre d'un vrai projet de réseau. Voilà les 3 critères que nous avons pris pour extraire la substantifique moelle donc, de ces schémas sectoriels. Ces actions concernent nos 3 domaines d'intervention auxquels nous avons ajouté une démarche transversale. C'est ce qui est repris donc, dans le document qui vous sera remis dès lors qu'on en aura fait la présentation en fin de séance et qui est donc une déclinaison simplifiée et, je dirais, plus digeste des schémas sectoriels. Parce que si nous n'avions que les schémas sectoriels à présenter, je crois que ça doit faire bon an, mal an, 300 pages. Ça me paraît, enfin pour moi, assez indigeste. Donc, on continuera bien sûr à s'acquitter de nos missions générales au quotidien et qui sont contenues d'ailleurs dans ces schémas sectoriels. Et c'est le sens du contenu donc, de ces schémas de ce document. Mais nous allons aussi collectivement donc, concentrer nos efforts sur quelques actions qui, à la fin
de notre mandat, dans quelques années, témoigneront de notre réussite, je l'espère, ou de notre échec, ce que j'espère moins. Alors, dans quelques instants, Xavier Belleville va vous dresser un panorama donc, de ces 7 actions prioritaires que nous avons collectivement identifiées et des élus qui ont travaillé dans les groupes de travail, ainsi que de grands témoins externes aux chambres de commerce, viendront faire un focus sur 3 d'entre elles qui nous semblent encore un peu plus emblématiques. Alors, au-delà, et c'est la première étape de cette matinée de travail, au-delà de ces actions prioritaires, nous devrons aussi, mais vous le savez, nous organiser pour rendre notre réseau collectivement encore plus performant. Et cela passe par un mouvement ordonné, planifié de mutualisation de nos fonctions support. Il nous appartient, mais je l'ai déjà souvent dit, de mettre en commun toutes les fonctions qui ne sont pas au cœur du métier et de la proximité des chambres. Nous devons le faire parce que nous opérons, et vous le savez très bien, de plus en plus dans un environnement financier contraint et qu'il nous appartient de conserver le maximum de nos ressources au profit de nos ressortissants. C'est ce qu'ils attendent de nous. Nous devrons le faire parce que, bien sûr, aussi, cela participe de la performance, qui est l'objectif vital de l'ensemble de nos ressortissants et à laquelle, en tant que leurs représentants, bien, il est, mais je sais que vous partagez, il est impossible que nous puissions nous affranchir. Et puis, enfin, nous devrons le faire parce que les pouvoirs publics, notre tutelle, nous attendent sur ce sujet et que nous n'aurons peut-être pas 2 fois l'occasion d'avoir l'autonomie de le faire et d'avoir l'autonomie de conduire cette initiative à notre façon à nous. C'est le sens donc de mon message. Alors ce premier travail de réflexion est inscrit dans ce que l'on appelle, ou qui porte le doux nom de schéma régional d'organisation des missions, le fameux SROM. Ça n'est pas un champignon, hein, c'est une démarche. Il vous sera présenté donc en seconde partie par notre premier vice-président, mon ami Roland Gomez, qui a accepté donc avec notre trésorier Marc Chabot, qui n'est pas là aujourd'hui et qui s'en excuse, donc d'assurer le pilotage de ce chantier. Il s'agit, pour la première étape, d'un document évolutif, encore une fois, qui doit nous permettre de planifier notre démarche dans le temps et surtout d'en modéliser la réalisation. Le but, c'est de le faire, mais c'est de le faire comme nous pensons qu'il faille le faire. Et c'est pour cela que, et je l'ai dit à Monsieur le Préfet, que le schéma d'organisation que nous présenterons au pouvoir public sera dans un premier temps davantage une déclaration d'intention qu'un projet clairement abouti, parce que pour faire aboutir ce projet, eh bien, il nous faudra du temps, il faudra que nous soyons d'accord entre nous, et après nous aurons le temps de la mandature pour le faire de la meilleure façon. Voilà, ça, ce projet-là, ce sera le travail que nous conduirons à la rentrée des classes en septembre prochain. Et pour l'instant, donc, nous sommes que dans la déclaration d'intention, mais les pouvoirs publics ont bien compris le sens de notre position. Et puis, nous devrons enfin, et c'est le 3e volet de cette réunion d'aujourd'hui, créer une véritable relation de confiance avec le Conseil régional, qui est devenu, à travers la loi NOTRe, vous le savez, le chef de file de l'action économique et notre interlocuteur politique essentiel donc, dans cette région. Alors, dès ma prise de fonction, j'avais rencontré le président Estrosi, qui m'avait reçu et qui m'avait dit en conclusion que nous étions désormais partenaires. Je suis encore partenaire, mais j'ai perdu mon partenaire Christian Estrosi, puisqu'il est reparti voilà, sur ces terres. Mais j'ai échangé également avec Renaud Muselier et nous partageons la même vision d'une chambre régionale et d'un conseil régional qui doivent former un couple, en tout bien, tout honneur, un couple institutionnel de l'économie en PACA. Alors les équipes travaillent depuis 3 mois à l'élaboration d'une convention qui vous sera présentée, ce sera le 3e point de cette matinée, par Xavier Belleville dans cette dernière partie. Alors puisqu'on parle du conseil régional, permettez-moi à cette occasion de remercier Bernard Kleinhoff qui joue un rôle particulier au sein de notre Assemblée et de notre bureau, et puis au sein du Conseil régional, puisqu'il assure le lien entre à la fois les chambres et la chambre régionale et le Conseil régional. Et ça facilite, je le dis,
grandement notre relation avec cette institution publique. Donc, merci encore, mon cher Bernard, ce que tu fais pour nous. Et puisque j'en suis au remerciement aussi, je tiens à remercier l'ensemble de celles et de ceux et de mes collègues du bureau d'avoir travaillé et d'avoir participé à l'élaboration de ce qui va vous être présenté et des échanges que nous allons avoir dans quelques instants, donc sur les schémas régionaux, hein, on va dire ça comme ça. Alors, voilà, chers amis, les 3 grands volets donc, de nos travaux d'aujourd'hui: schéma sectoriel, schéma d'organisation, convention régionale. À l'issue donc de cette assemblée générale, et une fois que nous aurons aussi passé l'aspect plus formaliste et plus institutionnel que sont un certain nombre de décisions que nous aurons à prendre dans la deuxième partie, eh bien, une fois que nous aurons franchi cette étape, une étape de plus dans la construction de notre stratégie collective, eh bien, je pense que nous pourrons partir en vacances. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée. J'en vois beaucoup qui acquiescent. Le bateau est déjà prêt, Jean-Luc? Le bateau est déjà prêt? Oui, on va ensemble. D'accord. Bon, bonne matinée de travail. Merci encore à vous. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme vous l'avez dit, il est temps maintenant d'aborder les schémas sectoriels et les 7 actions prioritaires. Pour en parler, j'appelle Xavier Belleville, directeur général de la CCI PACA. Monsieur Belleville, quelle méthode avez-vous suivie pour arriver à définir les 7 transformations? Bien, je crois que le Président a déjà apporté un certain nombre d'informations sur la méthodologie. Je ne vais pas y revenir très longuement, s'appesantir sur ce contexte, mais rappeler quand même que nous avons, comme toute méthode stratégique, comme toute définition de méthode stratégique, nous avons souhaité avoir différentes étapes dans ce processus pour arriver à cette action prioritaire, cette transformation. Le Président l'a rappelé tout à l'heure, qui sommes-nous, à l'Assemblée de janvier, le schéma directeur? Où allons-nous? C'était la stratégie. Et je rappelle que vous avez voté dans cet hémicycle une stratégie visant à devenir l'un des leaders en matière de transformation économique, d'apporter une aide importante aux entreprises dans cette nouvelle transformation économique. Et puis, effectivement, aujourd'hui, le concret, les schémas directeurs et ces 7 actions de transformation. Alors, le schéma directeur, les schémas sectoriels, le Président en a parlé tout à l'heure, c'est 300 pages, 200 et quelques, 275, avec les annexes. Donc, c'est un très, très gros document. C'est vrai que, comme le prévoit la loi, c'est l'ensemble du quotidien des CCI, des opérations de terrain, mais il est nécessité un pilotage régional. Et pour ça, on a identifié 7 actions qui ont véritablement cet aspect transversal et qui doivent emmener le réseau vers une transformation et ce qu'attendent aussi nos entreprises et nos territoires. Alors, juste pour mémoire, mais on en parlera tout à l'heure dans le calendrier, il faudra y apporter les moyens, la mise en œuvre et bien évidemment les tableaux de bord, mais j'en parlerai, je pense, dans une 3e étape. Alors, sur ces transformations... Il y a 7 transformations. Tout à l'heure, nous allons en détailler 3 lors de 3 ateliers. Pouvez-vous nous présenter rapidement ces actions, s'il vous plaît? Alors, rapidement, parce que la méthode qu'on a souhaité vous apporter cette matinée, c'est d'avoir un focus sur 3 d'entre elles. 7, c'était énorme, beaucoup de choses à dire. Donc, on a souhaité apporter un focus sur 3 d'entre elles. Donc, je vais présenter le dispositif dans sa globalité. Et le premier domaine, celui du développement des entreprises. C'est le premier schéma sectoriel, le cœur de métier. Plan d'action, nous avons appelé développement des entreprises, qui fait référence à ce schéma sectoriel. Quelques objectifs phares, je le disais tout à l'heure, répondre aux défis de la transition économique. Et bien évidemment, pour les entreprises et les commerces qui les intéressent le plus, c'est faciliter le business et la performance des entreprises. Alors pour ça, on a ressorti des 10 actions qui avaient été dans ce schéma sectoriel. Je ne vais pas les rappeler, 10 actions, mais on parle d'international, on parle de commerce. Mais dans ces 10 actions, on en a choisi une prioritairement. C'est l'action numéro 1, c'est construire un parcours commun, partenarial, d'accompagnement des entreprises en PACA. Que de Menton à Vaison, les entreprises qu'on est amené à servir puissent être servies de la même façon, avoir un service identique. Alors bien évidemment, ce parcours sera à construire. On ne va pas faire tout de suite.
Il y a des sujets qui ont été mis en avant. Je pense que notamment la transmission des entreprises est un sujet sur lequel on pourra mettre en avant un produit commun. On parle aussi sur le commerce. Il y a une opération en ce moment qui s'appelle DigiShop, qui est menée par la CCI de Digne, enfin animée par la CCI de Digne. Donc, tout ça, c'est pouvoir avoir des actions effectivement communes sur l'ensemble des territoires. C'est la première des actions. L'action numéro 2, je vais aller très vite parce qu'on sera amené à développer davantage dans un deuxième temps, mais c'est le corollaire de la première. Comment aujourd'hui, par rapport à des entrepreneurs qui sont en permanence, et j'en vois un certain nombre d'entre vous, sur leur téléphone pour faire des affaires, pour faire du business, sur leur tablette pour faire du business, qui ont besoin de services numériques, qui ne sont plus dans la notion de collectif, mais davantage dans la notion de webinaire. Comment on peut aujourd'hui imaginer que les CCI ne se transforment pas et apportent une aide logistique importante en matière de numérique. Donc ça sera c'est la deuxième action pour développer une offre digitale pour les e-entrepreneurs, et je dirais plus globalement pour les entrepreneurs et les commerçants, à travers l'outil CCI Store, mais pas que. La troisième action, là on passe dans un nouveau plan d'action, deuxième grand métier des chambres, celui de la formation, de l'enseignement et de l'emploi. Là aussi, on parlait tout à l'heure de parcours commun pour les entrepreneurs et les commerçants, apporter un service identique. On est là aussi dans un besoin des entreprises en matière de formation. On le sait, le nouvel exécutif national fait de l'apprentissage un des enjeux importants, comme l'exécutif régional d'ailleurs, Christian Estrosi et Renaud Muselier l'ont réaffirmé. Donc on veut s'inscrire dans le cheminement de la région et apporter, à travers un certain nombre d'actions on peut passer au slide suivant, accompagner, contribuer au développement régional. Nous en parlerons de cet atelier en détail. Effectivement, on en parlera. Un grand sujet, un sujet important, et on aura des témoins qui viendront nous apporter leur éclairage là-dessus. Quatrième action, on parlait tout à l'heure de programmes communs pour les entreprises sur le service aux entreprises. C'est la même chose. On a 7 CCI et on a 7 programmes de formation, qu'ils soient formation continue, initiale, de l'apprentissage, qui vivent chacune de leur côté. Depuis 5 ans, on a essayé d'aller en convergence. Il serait peut-être temps aujourd'hui d'avoir un catalogue plus unifié, une marque ombrelle qui nous permette de développer un vrai service pour tous les entrepreneurs sur l'ensemble de la région à travers cette marque qui pourrait représenter les CCI en matière de formation. Dernier plan d'action avant la démarche, celui de la dynamisation des territoires. On a parlé entreprise, on a parlé formation. Sans territoire attractif, c'est une brique qui manque. Donc aujourd'hui, dans cette mission qui est celle des chambres, quelques objectifs, c'est conforter la place des CCI territoriales et des CCI à l'interface des territoires et de l'entreprise. On sait que les collectivités locales mènent un certain nombre de politiques publiques, des zones d'activité, la mise en place d'équipements publics. Il faut qu'on puisse être présent pour porter des avis. Construire et partager une vision régionale, c'est important aussi. Et on a souhaité, nous, territoire avec une grande façade méditerranéenne, maritime, pouvoir avoir une réflexion particulière sur la filière maritime, nautique et portuaire. Là, toujours en cohérence, comme on l'avait dit tout à l'heure, avec le schéma régional de développement des entreprises. Alors les actions, je parlais à l'instant de territoire attractif. Pour être un territoire attractif, il faut pouvoir disposer de foncier constructible. C'est l'un des éléments terriblement différenciants pour des territoires. Et on sait que pour des raisons diverses, que ce soit dans les Alpes-Maritimes, que ce soit dans le Vaucluse, sur des problèmes environnementaux, d'inondation, c'est un problème simplement de restriction de territoires constructibles, on a une grosse difficulté. Et il nous semble important que les chambres de commerce, et pas d'autres, fassent ce travail d'identification du foncier disponible. C'est pour ça qu'on a décidé de fonder l'Observatoire régional du foncier économique, certes avec des partenaires, mais pour qu'on puisse vraiment disposer, par rapport à nos entreprises et par rapport à nos collectivités territoriales, d'un outil qui nous permette d'apporter des solutions. Et puis enfin, sur le plan de dynamisation des entreprises, la dernière action, élaborer le livre blanc du développement. Qui sera détaillé aussi. Vous faites les gros yeux, ça veut dire que je suis dépassé dans mon temps. Donc, effectivement, il y aura une présentation dans quelques instants. Je voulais terminer peut-être par la mère des batailles.
La démarche transversale, représentation des entreprises. J'ai parlé tout à l'heure de cœur de métier pour le service aux entreprises, mais peut-être que l'ADN premier de nos chambres, c'est vraiment la représentation des entreprises, c'est porter la parole des entreprises. Et ça, c'est vraiment un schéma transversal qui doit nous permettre d'apporter un certain nombre de contributions dans le débat économique, dans le débat politique qui existe au quotidien. Et pour le faire, notre différence, c'est de pouvoir bien connaître l'entreprise. Et pour la connaître, il faut avoir ce qu'on appelle aujourd'hui à disposition des données. Et donc, l'action numéro 7, c'est bâtir ce qu'on a appelé le CCI PACA Data. On a tous des centres d'appel, des GRC, des choses de ce type. Aujourd'hui, il faut converger pour que cette analyse des data, elle ne se fasse pas chacun de notre côté, mais de façon régionale, pour que demain, on puisse porter la parole et construire des événements régionaux, comme on l'a déjà fait. Je pense notamment, et ça fera plaisir à Bernadette, à Commerce Lab, qui avait été une opération importante. Si on ne connaît pas bien la problématique des commerçants, on ne peut pas faire d'événements intéressants. Et c'est grâce à ce produit, à cette action, qu'on compte apporter cette réponse. Alors très rapidement, comment les CCI vont s'emparer de ces actions? Alors très rapidement, je crois que la notion de projet, on en parlait récemment avec un élu consulaire de Nice, la notion de projet doit aussi investir nos maisons. Donc on avait lancé un certain nombre de groupes de travail régionaux, je pense qu'on va les poursuivre, mais surtout se donner beaucoup de méthodologie. On est dans une phase de changement, donc il faut marquer les étapes, il faut se donner de la méthodologie avec un comité de pilotage, des référents, un chef pilote, enfin, tout ce que vous connaissez en matière de projet. Donc l'idée, c'est de poursuivre les groupes de travail avec peut-être plus de méthodologie, fixer un calendrier, et puis aussi, puisque le président l'a dit tout à l'heure, ce sont des documents, ces schémas sectoriels, qui sont des documents qui ne sont pas terminés. Ils vont évoluer parce que l'action économique évolue en permanence. Donc se donner la capacité de les réviser, d'avoir ce qu'on appelle, j'aime pas trop ce mot, mais la clause de revoyure annuelle qui nous permettra de réorienter éventuellement ces actions. Monsieur Belleville, je vous remercie. Nous allons maintenant détailler 3 de ces transformations en présence d'élus des CCI et de témoins représentant le monde économique. Alors pour lancer ce premier échange autour de l'action numéro 2, la digitalisation des services, j'appelle Jean-Daniel Bernier, vice-président de la CCI de région et élu de la CCI Marseille-Provence. J'appelle aussi Sylvie Joseph, directrice du programme transformation interne du groupe La Poste. Alors, monsieur Bernier, où en sont les CCI en PACA dans leur transformation digitale? Alors, l'enjeu clairement sur la digitalisation aujourd'hui, elle est clairement énorme, puisque nous devons apporter beaucoup plus de valeur à nos entreprises, beaucoup plus de visibilité à l'ensemble de notre chambre de commerce et à nos entreprises aussi, et bien sûr gagner en efficacité. Alors au niveau de la création de valeur des entreprises, l'idée est de construire une plateforme. Voilà, excusez-moi, je vois qu'on me fait signe, merci. Je sais pas, donc je répète, création de valeur pour nos entreprises, plus d'efficacité et plus de visibilité pour l'ensemble, bien sûr, de nos CCI et de nos entreprises. Pour la partie création de valeur, nous allons créer une plateforme de services, c'est-à-dire digitaliser l'ensemble de nos services, les autodiacs, faire des webinaires pour pouvoir justement appréhender cette création de valeur auprès de nos entreprises, mais pas que. Nous allons aussi créer de nouveaux services, des marketplaces qui vont permettre justement d'apporter environ 200 à 250 services digitalisés d'ici la fin de l'année, le lancer tout début 2018. Mais il va y avoir un crash test avec des élus et des entreprises dès le mois de septembre, justement, pour être beaucoup plus pertinent dans ce domaine-là. Ensuite, il faudra créer de la visibilité. Et l'esprit de créer cette visibilité, c'est d'être au cœur réellement de la vie. Ah oui, ça on entend mieux. D'être au cœur de la vie des entreprises. Et ce cœur de la vie des entreprises, c'est la vie avec 2 mots. La vie des entreprises, mais aussi la vie, AVIS, pour justement, avec le digital, être au plus près, immédiatement, en instantanéité, de l'information, de leurs besoins, de leurs connaissances, et mieux appréhender les futurs services, justement, que nous allons leur apporter. Et ensuite, le 3e point, effectivement, c'est nous apporter plus d'efficacité. Nous avons des outils en interne, en termes de digitalisation, qu'on a mis en place, qu'on va continuer à mettre en place, que ce soit Leading Board ou Office 365, ou même l'avis, justement, de l'ensemble de nos élus pour qu'on soit plus efficace dans ce domaine-là. Tout ça va nous constituer une base de données qui va être, justement, demain, monétisable, parce que la connaissance, clairement, de cette base de données, de savoir
du besoin de nos entreprises va être fondamental demain pour nos entreprises, pour notre chambre de commerce, pour continuer à exister et être beaucoup plus pertinent dans ce que nous allons pouvoir leur apporter justement comme service. Pouvez-vous nous donner un exemple concret avec la CCI Internationale et sa nouvelle offre de service ? Alors, la CCI internationale, on s'est bien sûr penché tout de suite, puisque comme on est tous très éloignés, on voyage souvent, il faut être justement au service de nos entreprises. Et donc, on a déjà mis en place des masterclass, des webinaires. On a mis une TV, une web TV en place, et on est en train justement de digitaliser. On a d'ailleurs un pack objectif qui est extrêmement bien fait, puisque c'est une relation client totalement dématérialisée, où on co-construit avec le conseiller et l'entreprise, on établit un diagnostic justement export, on sélectionne les marchés avec lui, on établit un plan d'action et on l'aide même à remplir justement les dossiers de financement et d'accompagnement COFAS. Voilà donc le type de digitalisation qu'on peut mettre en place pour être encore plus près et au plus près de nos entreprises. Merci, Monsieur Bernier. Nous allons maintenant écouter Sylvie Joseph. Madame Joseph, La Poste a reçu en 2015 le prix de l'entreprise digitale de l'année, mais également le prix de l'initiative RH digitale de l'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça ? Oui, alors l'idée n'est pas tant de développer sur ces deux prix qui en fait récompensent une transformation importante pour nous, qui est la transformation qu'on appelle projet Factéo, qui est en fait tout simplement la transformation profonde du métier du facteur et la proposition d'un nouveau catalogue de services et qui ne pouvait se faire qu'avec effectivement la capacité de digitaliser, d'augmenter d'une certaine manière le facteur avec des outils numériques. Cela étant, c'est une des transformations de la Poste, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous avons, comme d'ailleurs la plupart des entreprises, pour être tout à fait honnête, une transformation profonde de l'ensemble de nos activités à opérer. Et pourquoi ? Pour 4 éléments structurants principaux, qui sont effectivement, et vous l'avez évoqué, le sujet de la data. Si on ne connaît pas son client, on ne peut plus produire de services adaptés, et c'est fondamental. Et donc c'est la connaissance fine du client. Et aujourd'hui, très clairement, le chiffre d'affaires, ça n'est plus les produits que l'on vend avec le prix unitaire du produit, c'est le nombre de clients que l'on a avec la part de revenus de ce client. Le deuxième sujet structurant, c'est justement cette transformation de la relation client qui est fondamentale. Pour nous, par exemple, La Poste, nous avions l'habitude de traiter ce qu'on appelle du B2B, c'est-à-dire de servir les entreprises pour qu'elles servent elles-mêmes leurs propres clients. Et aujourd'hui, on considère que le client final, les consommateurs que nous sommes, ou les utilisateurs que nous sommes des services de La Poste, mais qui ne les paient pas directement, nous sommes les clients de La Poste. Et donc, client qui paye ou client qui ne paye pas, ça doit être intégré dans une expérience client extrêmement structurée. Troisième sujet très structurant pour nous de transformation, c'est la maîtrise de ces infrastructures de ce qu'on appelle front office, c'est-à-dire de vente, que ce soit des pas de porte ou que ce soit des infrastructures numériques. Et nous investissons énormément pour être propriétaires de nos front office, tout simplement pour garantir l'expérience client et pour garantir l'agilité pour transformer ces front office. Et puis dernier point très structurant important aussi, c'est la méthode de travail, c'est la capacité à être très agile, très rapide, donc une responsabilisation, une autonomisation des équipes, et savoir aussi, ce qui est un peu compliqué pour nous, vu notre passé, la capacité à savoir échouer, et échouer vite pour passer à autre chose. Madame, vous êtes devant des élus qui sont en train de faire évoluer le modèle de leur CCI avec le digital, justement. Est-ce que vous avez peut-être un conseil à leur donner par rapport à ça ? Alors, nous n'avons pas de conseils à vous donner, on est très mal placés pour ça et on n'a pas cette outrecuidance. En revanche, ce qu'on peut témoigner, c'est la manière dont nous procédons et quelques, je dirais, facteurs clés de succès, en tous les cas pour nous. Mais vous en retirerez, je pense, des choses, matière à réflexion en tous les cas. Premier point important, nous considérons que pour transformer une entreprise comme la nôtre, au passage, vous l'avez certainement en mémoire, mais nous sommes 250 000, donc nous pesons 1% de la population active française salariée. Donc il est compliqué de faire bouger une entreprise comme la nôtre qui a 12 000 établissements, etc., etc. Donc le participatif, c'est-à-dire d'inclure dès le départ, dès la réflexion, dès la conception stratégique, à minima nos collaborateurs,
c'est fondamental, parce que ça permet de donner le sens et ça permet d'engager tout le monde. Donc on a des processus participatifs assez lourds, numériques d'ailleurs, donc ça peut peut-être vous inspirer. Pour vous donner un exemple, en 2012, sur notre plan stratégique actuel, 155 000 postiers ont collaboré pendant à peu près 3 mois à la production d'un certain nombre d'idées qui nous ont servi pour une partie à faire le plan stratégique. Deuxième point extrêmement important, alors nous on a la chance de l'avoir fait il y a déjà plus de 20 ans, mais aujourd'hui c'est incontournable, c'est d'avoir un système d'innovation qui soit, comme on dit, ouvert, open innovation, d'abord avec ses clients, fondamental, bien sûr avec ses collaborateurs, et évidemment, si possible, avec ses parties prenantes. Je vous donne un exemple là-dessus. Nous avons, intégré nos administrateurs, donc l'APE, mais aussi nos administrateurs indépendants et administrateurs salariés, dans la réflexion, effectivement, de toute cette transformation. Et on a fait d'ailleurs des formations pour eux, tout le monde n'étant pas au même niveau sur la transformation numérique. Donc l'open innovation est très importante, y compris d'ailleurs au passage avec le monde académique. Vous avez parlé de formation tout à l'heure. Le monde académique, les écoles, vous en pilotez un certain nombre, les grandes écoles en particulier, sont des acteurs importants pour nous pour réfléchir. Troisième point, je vais très vite, tout ce qui est redéfinition, parce que quand on se transforme, il faut revisiter son plan stratégique, certes, mais sa vision, sa mission et son projet social. Nous avons effectivement beaucoup axé sur le projet social et la façon de travailler un peu différemment avec nos partenaires syndicaux et donc nos collaborateurs, et avec beaucoup d'accords sociaux, notamment sur la façon d'accompagner la transformation, en particulier sur la formation. Et l'évolution des métiers, parce qu'au passage, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a énormément de métiers, tous les métiers changent, tous ne disparaîtront pas, mais en tous les cas, les compétences ne seront plus et ne sont déjà plus les mêmes. Quatrième point très important pour nous, et on ne fait plus aucun projet autrement que comme ça, on expérimente, on fait de l'itération, et on le fait avec les collaborateurs, donc des échantillons de collaborateurs, de façon à ce qu'ils comprennent tout de suite et qu'ils soient engagés dans le processus. Et pourquoi c'est important? Parce qu'ils partagent le sens, et puis en plus ils donnent leur avis, très très clairement. Dans les collaborateurs, bien sûr, nous y mettons des représentants des salariés, donc organisation syndicale au sens élu. Et ça permet un cinquième point, et j'en terminerai là-dessus, ça permet d'aller extrêmement vite quand vous déployez. Nous, on a déployé la transformation des bureaux de poste, on a déployé Factéo. À chaque fois, ce sont des dizaines de milliers de personnes, 40 000 dans un cas, 85 000 dans l'autre, qui sont concernées, plus les structures d'encadrement, et tout sur toute la France et les DOM. Très clairement, si nous n'avions pas fait le processus d'itération et de test et d'expérimentation, nous n'aurions pas eu des gens engagés qui ensuite ont porté le déploiement auprès de leurs pairs et pas des structures centrales. Et ça nous a permis, par exemple, sur les bureaux de poste, en 14 mois, d'aboutir à un concept et de déployer les 200 premiers bureaux de région parisienne, et en 2 ans et demi, de faire les 2000 bureaux suivants. Bon, je vous remercie. Est-ce qu'il y a une réaction, une question dans la salle par rapport à nos deux intervenants? Bon. Écoutez, sinon, je vous remercie. Merci à vous. Nous allons passer au deuxième plateau. Donc, nous allons aborder le développement régional de l'alternance. Pour en parler, j'appelle Jean-Louis Verrier, membre associé de la CCI de région. Vous êtes élu de la CCI du Pays d'Arles. J'appelle aussi Véronique Schwartz, responsable des programmes en alternance à la SNCF PACA. Catherine Macari, responsable institutionnelle de la SNCF PACA. Et Karen Jouve, étudiante en alternance en master de Sciences Po à Aix-en-Provence, et donc au sein de la SNCF. Monsieur Verrier, quelles sont les propositions d'action des CCI pour développer l'alternance? Alors oui, si vous permettez, donc tout d'abord, je voudrais excuser Laurent Lachkar qui aurait dû être à ma place, puisque il s'excuse auprès de vous, il a subi une intervention et donc voilà, on lui a souhaité un bon rétablissement. En tout cas, je voudrais donc je le remplace ce matin pour répondre à votre question, monsieur. Donc effectivement, je reviens à ce que vous me posez comme question. Donc la CCIR souhaite proposer 2 actions concrètes justement dans le cadre de l'alternance. Ces actions sont d'une part la mise en place d'un réseau de 10 développeurs d'alternance. Vous savez que les développeurs en alternance
C'est une action très efficace qui permet d'être sur le terrain au contact des entreprises pour d'abord déceler avec les chefs d'entreprise les postes qui pourraient être pourvus, je dirais, dans le cadre de l'alternance et leur donner toutes les indications en matière, bien sûr, financière et l'intérêt qu'ils peuvent, je dirais, avoir grâce à ce dispositif. Et puis, en parallèle, les aider également dans le recrutement des candidats, dans l'accompagnement des contrats et de la partie un peu administrative. Donc, je dirais, un rôle très important sur le terrain. Et puis, une deuxième action, qui est un développement donc, de la bourse régionale de l'alternance, qui alimentera la bourse régionale de l'emploi et de l'apprentissage, qui est une agrégation de tout ce qui se fait au niveau régional, bien sûr, dans le cadre de l'emploi, Pôle emploi, l'APEC, etc. Donc cette bourse régionale de l'alternance existe déjà sur les Alpes-Maritimes, et donc on voudrait la mettre en application de façon efficace sur l'ensemble de la région avec nos chambres. Alors, cette bourse, c'est une façon aussi de rentrer dans la logique de digitalisation, dont on a parlé avec Cécile Histor, mais ça permet d'une part, bien sûr, aux employeurs d'accéder directement à une information juridique, de déposer des offres, bien sûr, d'emploi en alternance et d'avoir une visibilité sur les profils qui sont proposés des candidats. Et puis, pour les candidats en alternance, de même de déposer leur CV en ligne, de consulter les offres de contrat en alternance et de disposer, là aussi, de tout un tas d'informations sur à la fois les manifestations en alternance, sur les forums, et puis se rendre compte un peu des secteurs également qui recrutent. Et puis, parallèlement, quelques accompagnements pour se préparer, notamment rédiger un CV, se présenter, etc. Voilà. Quels sont les atouts des CCI pour y arriver ? Alors, bon, vous l'avez compris, ces actions et cette logique de fonctionnement pour favoriser l'alternance, ça contribue à aller au-delà pour, je dirais, jouer un rôle important dans la région pour l'objectif qui est au niveau régional d'une 50 000 apprentis. Donc, c'est un objectif très ambitieux. Alors, quels sont finalement les atouts de nos réseaux, de nos chambres par rapport à d'autres partenaires ? D'abord, c'est la promotion des métiers. La promotion des métiers que l'on fait à travers, bien sûr, puisqu'on est partenaire dans le service public régional d'orientation professionnelle, mais au-delà, je dirais, toutes les actions que l'on mène, les nuits d'orientation, les mercredis de l'apprentissage, il y a beaucoup d'actions que l'on mène et qui sont très pertinentes pour présenter les métiers. Deuxième élément, c'est la formation des apprentis. On le fait depuis très longtemps. On forme des apprentis du niveau 5 au niveau 1, donc tous les niveaux sont concernés et sur tous les territoires et sur un panel, je dirais, très large de formation. Enfin, l'enregistrement des contrats d'apprentissage, c'est une mission régalienne qui est dévolue aux chambres et donc là aussi on a un rôle à jouer à ce niveau-là. La collecte de la taxe d'apprentissage, bien sûr, vous le savez, elle contribue grandement au fonds, je dirais, qui bénéficie aux jeunes et aux entreprises. Et enfin, le développement de la mobilité. En étant présent sur l'ensemble du territoire, ça veut dire qu'on a aussi la possibilité d'orienter de façon très pertinente, je dirais, les candidats pour les formations sur à la fois la variété de nos territoires et sur la variété des formations que l'on peut faire. Merci de votre intervention. Nous allons passer maintenant aux témoins qui représentent le monde économique. Madame Schwartz, pourquoi la SNCF accueille des contrats d'alternance et combien en région ? Alors, en région. Prenez le micro, ça. Donc, cette année, sur la région PACA, nous avons accueilli 202 alternants pour les deux EPIC. Alors, je ne sais pas si vous faites la différence. Oui, expliquez-nous un peu. Voilà. Donc, vous savez que le groupe, la SNCF, s'est réorganisé en groupe public ferroviaire avec 3 EPIC. Un EPIC de tête, un EPIC mobilité, donc qui rassemble tous les métiers qui sont en relation avec le client, et l'EPIC réseau qui s'occupe plus particulièrement de l'infrastructure. Et donc, les 2 EPIC confondus, on n'a pas les chiffres pour l'EPIC de tête, mais pour l'EPIC réseau et l'EPIC mobilité sur la région PACA, on accueille en 2017 202 alternants. Alors, cette offre d'alternance, ça permet en fait de pouvoir former des jeunes à plus de 150 métiers au sein de la SNCF. Et ça permet aussi d'offrir un dispositif de formation qui permet en fait d'accéder à des titres
ferroviaire. Voilà. On a des dispositifs pilotés et des dispositifs isolés. Les dispositifs pilotés, en fait, sont gérés par les activités au sein de la branche ferroviaire. Et les jeunes sont suivis durant toute leur scolarité jusqu'à avoir une proposition d'embauche à l'issue de leur scolarité. Qu'est-ce que ça apporte à la SNCF d'accueillir ces jeunes ? Ça permet déjà de former des jeunes au métier du ferroviaire et donc d'avoir des experts dans certains métiers dont on a vraiment besoin de recruter. Voilà, en règle générale, c'est surtout ça. Et puis un enrichissement parce que ça permet de participer justement au développement des jeunes. Je vous remercie. Madame Macari, donc vous êtes tutrice au sein de la SNCF aussi et vous accueillez des étudiants en contrat d'alternance. Est-ce que vous pouvez nous apporter un témoignage sur votre expérience, quelque chose de très concret ? Oui, bonjour. En ce qui me concerne, je suis tutrice depuis à peu près 8 ans. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, j'ai formé à peu près 8 jeunes, puisque tous les ans, je renouvelle un poste en alternance au sein de mon service. Je pense qu'il faut parler dans un premier temps du devoir du tuteur. Nous avons un devoir évidemment de professionnalisation du jeune, c'est évident. Et nous avons donc sur nos métiers, etc., bien sûr. Et également, nous avons le devoir de leur donner les clés de compréhension des mécanismes donc, de l'entreprise et du monde professionnel. Donc ça, c'est très important parce que Véronique a développé effectivement la politique un petit peu d'alternance de la SNCF, mais c'est aussi donner ces clés de compréhension de façon à ce que le jeune, qu'il soit interchangeable dans toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de la relation hiérarchique, il s'agit des règles de conduite en entreprise, il s'agit de la culture d'entreprise. Alors la culture d'entreprise à la SNCF est particulière, mais comme toutes les entreprises a sa particularité dans ce domaine. Donc voilà. Et puis c'est surtout aussi donner envie aux jeunes d'intégrer le monde professionnel et aux recruteurs de le choisir, évidemment. Voilà. Alors ce que m'apporte l'alternance concrètement dans mon service, c'est bien sûr une ouverture, c'est un petit peu faire bouger les lignes aussi de nos métiers. Je pense que c'est ça. Donc les 8 jeunes que j'ai formés jusqu'à présent font complètement bouger les lignes de nos métiers de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'ils ont un recul et puis une vision très externe de l'entreprise qui fait que effectivement on peut en prendre profit de ça. Et ça fait complètement bouger bouger les lignes. Donc ça, c'est fort intéressant. Et faire progresser le métier, ne pas rester dans des certitudes, et faire progresser aussi l'entreprise, de par l'image que, effectivement, le jeune renvoie de l'entreprise. Justement, vous parlez de relations jeune-entreprise. On a aujourd'hui une étudiante qui est au sein de la SNCF en contrat d'alternance, Madame Jouve. Déjà, comment avez-vous trouvé ce contrat ? Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai trouvé ce contrat donc, par le biais de Sciences Po Ex, puisque je suis en Master 2 en expertise en affaires internationales. Et chaque année, la SNCF, par le biais notamment de Catherine pour les relations institutionnelles, envoie des fiches de mission pour recruter des alternants. Et donc, au sein de notre espace pro à Sciences Po, je cherchais une alternance dans le domaine des affaires publiques, du lobbying, et j'ai trouvé donc, cette offre à laquelle j'ai répondu. Et je suis. D'accord. Alors, un témoignage très concret aussi. Qu'est-ce que vous apprenez au sein de la SNCF ? Est-ce que ça va vous servir plus tard ? Alors, pour moi, l'alternance, c'est exceptionnel. C'est vraiment une expérience incroyable. Notamment dans le cadre de Sciences Po, on est quand même dans une école qui n'est pas toujours tournée vers l'entreprise et on essaye justement de se tourner de plus en plus vers le monde de l'entreprise privée, mais aussi publique. Donc, avoir une expérience professionnelle tout au long de l'année, c'est quand même une super chance pour intégrer ensuite le marché de l'emploi, même si on est dans une école qui nous forme plutôt bien, notamment aux affaires publiques et au business en général. Ce qui est très intéressant, c'est justement d'avoir une ouverture d'esprit et d'acquérir une culture d'entreprise qu'on n'aurait pas connue.
Moi, on m'aurait parlé de la SNCF l'an dernier, je ne sais même pas si j'aurais franchi le pas de la porte. Et aujourd'hui, je suis conquise par cette entreprise. Mais c'est aussi la possibilité d'arriver sur le marché du travail avec des clés en main et une vraie maturité. Je sais que l'an prochain, j'irai faire un master spécialisé à l'EM Lyon pour travailler en conseil stratégique et ça a été un apport indéniable dans ma candidature, notamment pour être consultant plus tard. Et ensuite, c'est l'occasion de rencontrer des personnes exceptionnelles, d'avoir une relation humaine vraiment intéressante et donc d'avoir une opportunité de découvrir des métiers totalement différents qui n'étaient pas à notre portée dans le monde universitaire. Merci pour ce témoignage, on vous souhaite une bonne continuation. Monsieur Verrier, une question encore. L'alternance, ce n'est pas que les CCI. Quelle est la valeur ajoutée de votre réseau, justement, au niveau de l'alternance? Quelle est la valeur ajoutée du réseau des CCI au niveau de l'alternance? J'ai un petit peu répondu à la question, si vous voulez. Donc, c'est vrai que la valeur ajoutée de l'alternance, le fait que l'on connaisse, je dirais, à travers nos CFA, que l'on ait évidemment cette légitimité depuis longtemps en matière de formation est important. Et puis surtout, des actions dont on a parlé un petit peu, que ce soit à travers les métiers ou à travers le développement de l'alternance, c'est des choses qu'on a déjà mis concrètement en place. Donc on est vraiment dans une logique de fonctionnement. Et puis je dirais que le rôle de la Chambre de commerce, c'est ce qu'on disait précédemment, c'est d'être au plus près des entreprises et de leurs besoins. Donc c'est dans ce cadre-là que l'on doit jouer notre rôle. Très bien. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions dans la salle? Laurent Amar. Ouais, merci Frédéric. Merci pour ce focus sur la SNCF, très instructif. Mais je reviens quand même à l'objet qui nous intéresse, l'action 3, contribuer au développement régional de l'alternance. On est ici à la Chambre de commerce et d'industrie de PACA. Il y a des relations et des actions qui sont menées par le Conseil régional. Le président Lacroix a parlé d'un couple institutionnel tout à l'heure. Je voudrais savoir si contribuer au développement, c'est en notre qualité de gestionnaire d'organismes de formation et on amène nos petites pierres à l'édifice parce qu'on a des CFA, ou est-ce qu'on s'inscrit de manière un peu plus large sur l'action qui est menée, je pense notamment au comité régional de l'emploi, formation et de l'orientation professionnelle, ou agissent là pour le coup l'Interpro, quelle relation avec les branches professionnelles, comment on se positionne? Est-ce qu'on se positionne en tant que formateur, et c'est notre petite pierre à l'édifice, en gros on a des CFA, ou est-ce qu'on a une ambition un peu plus large pour promouvoir l'alternance? Oui, je crois que je suis... Bon, je n'ai pas été peut-être suffisamment clair, mais c'est effectivement l'ambition que l'on se donne. Voilà, désolé, avec le micro. Non, je disais, effectivement, c'est l'ambition qu'on se donne. Il ne s'agit pas... Nous avons 2500 apprentis dans nos centres de formation d'apprentis, et l'objectif régional est de 50 000 apprentis. Donc on passe à une échelle tout à fait différente. Donc l'ambition, effectivement, c'est de répondre à l'attente des entreprises en général, de nos territoires. Ce n'est pas simplement, bien sûr, de se focaliser sur nos centres de formation, qui sont déjà, qui fonctionnent et qui ont toute leur pertinence. Mais l'objectif, il est là. C'est pour ça qu'on a un objectif à plusieurs niveaux. Les développeurs d'apprentissage sont importants parce qu'il faut avoir des gens sur le terrain qui fassent ce travail-là, je dirais, pas simplement pour nos centres de formation, mais effectivement de façon générale, en liaison bien sûr avec les branches professionnelles et les entreprises, et puis aussi avec la bourse régionale d'alternance, parce que là on rentre dans un système qui est plus globalisé et où on a besoin d'être très pertinent et de répondre à l'attente actuelle à la fois des jeunes et des entreprises de façon très générale. C'est pour ça que ces objectifs sont des objectifs généraux qu'on ne peut déployer que dans ce cadre-là. Il ne s'agit pas de se cantonner effectivement à notre rôle de formation chambre. Une autre réaction, question dans la salle? Bon. Écoutez, je voulais vous remercier de vos interventions. Nous allons passer au troisième plateau. Ce troisième plateau va aborder l'action 6, qui est l'élaboration du livre blanc de la filière maritime, nautique et portuaire en PACA. Pour en parler, j'appelle Laurence Cananzi, membre associé de la CCIR et élu de la CCI du Var. J'appelle aussi Jean-François Suas, président du club de la croisière Marseille-Provence et élu de la CCI Marseille-Provence. Alors, Madame Cananzi, pourquoi faire le choix d'un livre blanc pour cette filière? Bonjour à tous. Alors, pourquoi un livre blanc? Nous avons quand même un territoire en région PACA maritime relativement important.
Nous discutions tout à l'heure en disant qu'on partait du petit bateau de 5 mètres jusqu'au bateau de croisière qui vont à plus de 300 mètres. Aujourd'hui, je pense qu'il est légitime, en tant que chambre de commerce aussi, de prendre conscience du poids du maritime. Alors, le nautisme, la plaisance, on peut donner tous les noms qu'on veut, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est important de quantifier le poids de cette économie. 2000 km de littoral, je donne quelques chiffres, 32% des ports de plaisance en France, 39% des places de ports français. Et pour moi, le point le plus important, c'est 10 000 emplois. 10 000 emplois en région qui fait qu'aujourd'hui, écrire un livre blanc sur cette filière, l'idée, c'est de donner un document de référence, en effet, pour le pouvoir politique, pour la région. Justement, alors, qui va le lire et qu'est-ce que vous allez en faire? C'est quoi? C'est une communication d'influence? Qui va le lire? J'espère beaucoup de monde. C'est un peu l'idée. C'est un document d'influence. Alors nous, avec les CCI, on est avant tout des chefs d'entreprise. Hein. Donc l'idée, c'est en effet de faire passer un message dans les institutions dans lesquelles on siège ou les personnes qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Je ferai un parallèle très rapide avec le tourisme. On a eu beaucoup aussi, on a fait beaucoup d'études où on a fait part du poids du tourisme à tous nos partenaires politiques et institutionnels. Aujourd'hui, le livre blanc du nautisme, c'est aussi faire parler de cette filière-là à tous nos partenaires politiques, notamment à la région aussi, pour que ça soit un levier, qu'on puisse en effet, notamment au niveau des aménagements de certaines zones, prendre conscience que la plaisance, c'est un secteur d'activité en pleine croissance et qu'il ne faut surtout pas le négliger. L'idée, c'est de faire un focus en effet sur ce secteur-là qui est en pleine expansion, qui existe mais dont on ne parle pas assez. D'accord. Qui est en pleine expansion, qui a besoin d'équipement, c'est ça, d'investissement? Alors, on a toujours besoin d'équipement, d'investissement. Je suis chef d'entreprise, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que faire savoir et savoir-faire, c'est quand même aussi important. Faire savoir ce qui existe et montrer notre savoir-faire aussi dans ce secteur-là, aujourd'hui, c'est capital. Merci. Monsieur Suas, pouvez-vous nous rappeler pourquoi l'activité portuaire est si importante pour l'économie de la région? On a eu déjà quelques chiffres, mais si vous voulez un petit peu développer. Oui, l'économie portuaire, par exemple sur Marseille, c'est 45 000 emplois liés à l'exploitation du port avec toute sa dimension cargo, passagers, industrie chimique et pétrolière, etc. Donc quand on parle de maritime, il y a actuellement énormément de filières, donc c'est pour ça qu'il faut le traiter dans son ensemble. On voit bien sûr tout ce qui est industrie portuaire, mais on vient de rappeler la plaisance dans sa dimension, petite plaisance, mais surtout ce qu'on appelle la grande plaisance. On a le projet du géant à Marseille. On est dans un triangle d'or en particulier sur la grande plaisance qui est unique au monde. Quand on prend Barcelone, on va dire PACA et Gênes, on est dans 80% du marché à peu près 6 mois par an. Tous les grands yachts du monde sont réunis là. Donc ce serait un péché vraiment capital pour nous de ne pas nous intéresser, puisqu'on aura des chantiers de réparation, des chantiers de construction aussi, on l'oublie souvent, et bien sûr un véritable savoir-faire. Justement, alors, la région est vaste. Quelle est la complémentarité entre les trois grands ports, alors, Marseille, Toulon et Nice? Alors actuellement, on a des sujets sur lesquels on est parfaitement complémentaires, que vous connaissez tous ici. Par exemple, c'est la Corse. La Corse, on voit que les passagers, naturellement, de par la proximité, partent plus facilement par Nice et Toulon. Et le fret par Marseille, pour des raisons logistiques. Les grandes plateformes logistiques sont plutôt autour de Marseille, par la présence du port lui-même, évidemment, et des grands distributeurs. Donc on a des sujets où on est parfaitement en adéquation avec la réalité, si vous voulez, des équipements et de l'économie. À nous de garder dans un coin de notre tête, en tant que chef d'entreprise, que l'argent public soit bien adapté, si vous voulez, et soit distribué dans les zones dont on a besoin, de pas doubler des équipements lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, etc. Donc il y a beaucoup de sujets où nous sommes parfaitement complémentaires, sur la croisière aussi, etc. Vous avez parlé d'investissement, d'argent public. De quelles nouvelles infrastructures le secteur a besoin pour se développer? Alors c'est sûr que on parle souvent du grand port maritime. Moi j'en suis un spécialiste puisque j'en suis un des membres. C'est sûr que la bataille actuellement de toute la logistique dont chaque entreprise a besoin en général d'un port d'export, elle a besoin de flux. L'économie moderne, elle est sur les flux. Nous avons la chance d'avoir un port de dimension mondiale qui est multimodal. Et la bataille du port, elle est un petit peu gagnée en termes d'équipement. Par contre, nous avons une bataille à mener, c'est celle du multimodal, du train évidemment, et des voies navigables, etc., qui touche toute notre région. Et ça, c'est d'accord que les ports,
c'est pas que des ports, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière. les Absolument. infrastructures. Et c'est évident que sur le reste de l'Europe, en particulier l'Europe du Nord, ils ont gagné cette bataille il y a 30 ans. Nous sommes en train de la découvrir parce que nous sommes maintenant dans des volumétries, en particulier sur les conteneurs à fosse, qui sont de plusieurs millions. Donc on a 1 million, 1,3 million, 1,4 million cette année. Donc il faut à tout prix pouvoir éclater et pouvoir aller très vite. La mobilité sur un conteneur, c'est la même que celle des hommes, on va dire. Si derrière, on a été capable de l'amener très rapidement de Chine à Marseille, mais qu'à Marseille, après, il faut 4 jours pour rejoindre Lyon, ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment continuer, et c'est là que la bataille, que le fer doit être porté. La question, je vous la pose à tous les deux, il faut vraiment une prise de conscience de nos décideurs économiques et politiques régionaux pour justement enclencher ce processus d'investissement et de développement des ports et de tout ce qu'il y a autour. Oui. Il y a ce livre blanc, là, donc c'est pour ça. Oui, alors le livre blanc, en effet, c'est pas pour rien, c'est que le secteur est tellement vaste, il y a tellement de sujets. Je disais tout à l'heure, on part du petit bateau de 5 mètres, on peut aller jusqu'au bateau de croisière. Ce sont des aménagements différents, ce sont des politiques différentes, ce sont des clients différents, des clientèles différentes. Donc, en effet, cette prise de conscience du monde politique, elle est importante pour qu'on se réapproprie, je dirais, un peu notre littoral, qu'on a un petit peu oublié. On s'est beaucoup tourné sur la terre. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne aussi que, à mon avis, la richesse va venir de la mer, que ce soit au niveau commerce, au niveau fret. Le fret, on l'oublie souvent, mais il n'y a pas que les bateaux, il n'y a pas que la plaisance, il y a aussi toute la partie fret, commerce qui transite aussi par nos ports. Je sais pas. Oui, moi je pense que le couple légitime dont a parlé Alain tout à l'heure, il est capital. C'est évident que la loi NOTRe, l'Europe, on est sur des centaines de millions d'euros, des milliards d'euros nécessaires en termes d'équipement sur notre région. Et notre nouveau président, Renaud Muselier, l'a bien compris, va chercher des fonds FEDER et il a fait une des priorités le développement du port parce que il n'y a pas de métropole dans le monde. Je le rappelle souvent, les 50 premières métropoles du monde, 35 sont des ports et 12 ou 13 sont liés à un port. Donc il n'y a pas eu de développement d'une métropole importante dans le monde, qu'elles soient les chinoises dans les 10 dernières années ou américaines ou européennes, sans qu'il y ait eu un accès à la mer. 95 à 16% en gros du commerce mondial est fait par voie maritime. On a cette chance exceptionnelle d'avoir 3 ports de niveau international et au moins européen. Merci. Est-ce qu'il y a une réaction, une question dans la salle ? Comment les activités portuaires fluviales sont-elles intégrées à cette démarche ? Il y a une démarche déjà, en tant que club de croisière, nous avons fédéré depuis 2 ans les 3 clubs. On a une démarche locale avec des clubs de croisière régionales et nationales. Sur le fluvial, on est en train, avec le club de la croisière de Marseille, justement, le fluvial, c'est maintenant 600 000 passagers dans les Bouches-du-Rhône, ça devient énorme. On part de Port-Saint-Louis-du-Rhône ou de Martigues jusqu'à Lyon. Donc c'est une dimension, c'est du très haut de gamme, c'est 300 packs sur des bateaux qui payent tous entre 5 et 10 000 euros la croisière, donc néo-zélandais ou australiens, on va dire, ou anglo-saxons et américains. Donc c'est une très belle clientèle dont on s'occupe peut-être pas assez encore en termes de plus-value, puisque ces gens-là embarquent donc on n'a pas encore tout développé, en particulier dans les Bouches-du-Rhône. Donc il y a Bouches-du-Rhône Tourisme qui c'est le département des Bouches-du-Rhône. Donc il y a évidemment un travail à mener sur sur les 2 régions avec Rhône-Alpes, mais c'est pris en compte et c'est une dimension parce qu'en plus les clients du fluvial sont souvent des anciens clients du maritime. Les compagnies maritimes maintenant ont des filiales fluviales ou l'inverse, et on a 2 aéroports de dimension internationale par lesquels peuvent arriver ces passagers qui malheureusement actuellement arrivent tous à Lyon. Donc on a aussi un travail à faire, puisque la valeur ajoutée, c'est aussi de les avoir en tête de ligne pour qu'ils passent 3 jours en Provence, et c'est ça avant d'embarquer sur un bateau à Lyon ou à Avignon pour la plupart, ou à Arles ou comment ça s'appelle, Port-Saint-Louis-du-Rhône. Mais c'est vraiment pris en compte parce que c'est très nouveau là aussi, ça explose depuis 4-5 ans, donc on a peut-être un peu de retard, mais on en tient compte évidemment. Oui, je voulais simplement rajouter qu'il faut en tenir compte parce que c'est des passagers qui consomment sur place en plus, et c'est très important pour notre économie. Ce sont des équipages français avec un niveau, par exemple, sur la gastronomie de très haut niveau, etc. Donc évidemment une très très forte valeur ajoutée alors que les volumes sont assez faibles. Je vous remercie. Une dernière réaction, question ? Oui, 2 encore. Jean-Luc Chauvin. Oui. Moi, en complément sur cet axe, ce qui me paraît important, c'est aussi de travailler les débouchés. Et sur le fluvial, je crois qu'on a un vrai gros sujet pour créer quelque part cette interland de notre territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de nos ports de fret dont vous avez parlé, vers le nord, mais par le fluvial. C'est-à-dire, il faut remonter le Rhône, il faut aller jusqu'à Lyon et au-delà. Il faut quelque part qu'on crée ce fameux AROPA
Le Havre, Rouen, Paris, pour aller desservir la région parisienne à partir des ports, du port du Havre et de port de Rouen. Et là, on a une place à nous à jouer. On a un premier enjeu direct sur le territoire, c'est la liaison GPMM le Rhône, par le port fluvial probablement d'Arles. Il y a un premier passage. Et après, il faut remonter, il faut s'arrêter à Avignon, il faut s'arrêter à Valence, il faut s'arrêter tout au long de la chaîne pour faire gagner du temps. Ça va en plus dans le sens de la nouvelle façon de fonctionner, plus environnementale et avec des capacités intéressantes. Et on aura besoin de mobiliser tous les acteurs. La région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous, le monde économique autour de la Chambre de commerce et industrie régionale, l'État, et je me permets de vous le dire très directement, monsieur le représentant du préfet, l'État. Et par là même, pourquoi l'État? Parce qu'il va falloir travailler sur plusieurs régions. Et il va falloir porter une ambition que ce territoire a raté, faute de l'avoir porté, qui était la liaison Rhin-Rhône. Il va falloir remettre ça à l'ordre du jour. Et ça, c'est dans les grands chantiers français qui doivent derrière déboucher sur du développement environnemental et non pas la rater pour des conceptions, excusez-moi, pseudo-environnementales, mais qui au final font qu'on passe sur la route et qu'avec les éléments carbone, les bilans carbone, on arrive à des résultats plus négatifs. Donc là, c'est une mobilisation et un investissement de toute la région, du préfet de la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne aussi vraisemblablement, pour que l'État au sommet puisse se mobiliser au niveau de l'Europe pour qu'on réinscrive cet outil de développement indispensable si on veut jouer sur des capacités hautes. Donc c'est essentiel. Là, on est sur du long terme. Ce dont je suis en train de parler, c'est probablement un enjeu, c'est pas à 2 ans ni à 5 ans, c'est à 10 ans, à 15 ans. Mais si on commence jamais, on ne l'obtiendra jamais. Donc je pense qu'il faut être conscient de l'enjeu et le poser quelque part pour aller le chercher. Merci. Il y a une question là, puis je crois encore une question au fond de la salle. On aura le temps de prendre les deux et on est un peu en avance. Oui, bonjour à tous. Je me présente, je suis Michel Chevillon, je suis élu à Nice, Côte d'Azur, et je suis président délégué du club croisière French Riviera depuis 10 ans, puisque à l'époque, on nous a demandé de le porter sur les fonds baptismaux. Donc ce club croisière a 10 ans aujourd'hui. Et depuis toutes ces années, essaie de développer la croisière sur... je dirais, toute la Côte d'Azur. Vous avez parlé de 3 ports. Moi, je me permettrais de dire qu'il y a aussi des endroits où il n'y a pas de port, mais il y a aussi des bateaux de croisière. Je parle notamment à Villefranche, qui est aussi géré, tous ces ports sont gérés par la CCI Nice Côte d'Azur d'ailleurs. Et très bientôt, la CCI Nice Côte d'Azur va gérer le port d'Antibes, qui est un port, probablement le premier port de plaisance en Europe. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit aussi. Je crois que, en fait, l'État français vient de reconnaître que la croisière était un segment majeur du tourisme mondial, puisqu'Atout France vient de l'intégrer dans son plan d'action directeur. Et je pense qu'il faudra, monsieur Latt, qu'on soit capable de se fédérer et d'aller aussi jouer notre carte là. Je crois qu'aujourd'hui, sur ce point de vue de la filière maritime, sur les Alpes-Maritimes, 3 choses. La première, c'est un formidable focus de notre destination, à la fois sur le monde entier, puisque les croisiéristes qui viennent pour la première fois découvrent un territoire, mais pour la plupart, à 90%, reviennent en tant que séjournants. Et lorsqu'on a la chance d'avoir à peu près sur ce territoire près de 2 millions ou 3 millions de croisiéristes, 90% qui reviennent passer 6 jours sur PACA, croyez-moi, ça fait beaucoup de monde. Et c'est surtout, ils viennent tout seuls. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut qu'effectivement nous continuions à nous rapprocher avec les différents clubs croisières de ce territoire, à la Corse, vous-même, le Var et nous-mêmes, pour avoir une vision fédérée de quelles sont les actions que nous n'aurons portées. Sur la Côte d'Azur, nous n'aurons pas d'infrastructure portuaire, nous n'aurons pas de digues. D'ailleurs, on peut même se poser la question aujourd'hui si ça c'est nécessaire, puisque quelque part, vous les avez, Toulon les a, nous accueillons des croisières de façon différente. Et je crois que la croisière, elle est importante parce qu'au-delà de l'image qu'elle remet, elle met aussi, je dirais, en place la capacité à un territoire à accueillir des croisiéristes avec des infrastructures qui n'existent pas. Et donc on s'ouvre un marché qui aujourd'hui, très souvent, est un marché de très haute gamme sur des croisières où les gens payent jusqu'à 30-40 000 $ une croisière. Et je pense que c'est tout aussi bien que des croisières où on paye 1 000 $. Et pour finir, je crois que dans le cadre du tourisme que nous allons, en tout cas sur le segment de tourisme que nous allons mettre en place en termes de plan d'action sur notre CCI régionale, je pense que la croisière devra devenir un segment majeur de réflexion dans la manière dont nous allons pouvoir attirer des nouveaux clients. Et je pense notamment à un marché source extraordinaire qui est l'Asie, puisque comme vous le savez aujourd'hui, 59% des croisiéristes sont américains, 25% sont européens, et aujourd'hui l'Asie, c'est même pas 3%. Si vous faites l'addition de toute l'Asie et de toute la moitié de la population de la planète est là-bas, vous imaginez quelle est aujourd'hui la capacité que nous avons à accueillir le monde sur ce territoire, et je crois qu'il faudra y travailler ensemble. Voilà, merci. Une dernière action, très rapidement, il nous reste quelques minutes.
Bonjour, Stéphane Edouin, élu à Arles et vice-président de l'association Medling Port, qui a en charge la promotion de la logistique fluviale sur l'ensemble de l'axe Rhin-Rhône. Rhône-Saône, pardon. Je voulais simplement préciser qu'aujourd'hui, effectivement, les actions qui sont conduites vont plutôt dans le sens de la multimodalité. Et on avait une réunion pas plus tard qu'avant-hier au GPMM avec les opérateurs ferroviaires, justement pour transformer nos ports CCI en véritable plateforme multimodale et réussir à faire le lien entre le domaine maritime et l'Interland. Voilà. Madame Cananzi, peut-être. Je voulais juste dire 2 mots, comme quoi c'est un sujet qui nécessite et qui mérite bien un livre blanc, parce que le thème est vaste et qu'on est déjà dans une logique de collaboration, notamment sur le Club Croisière, mais aussi sur beaucoup d'autres actions. Merci. Voilà, je voulais remercier nos 2 derniers intervenants. Nous en avons fini avec les 3 ateliers d'échange. Je voulais rappeler Monsieur Alain Lacroix, le président de la CCI de région. Monsieur Lacroix, si vous voulez. Monsieur Lacroix, peut-être une réaction par rapport à ces échanges. On a vu en tout cas que le livre blanc suscitait pas mal de réactions. Tenez, un micro. Réaction d'abord des échanges intéressants et surtout, je note que le maritime passionne, mais à la fois ça me rassure parce que on est quand même les frères de la côte. Hein. On occupe quand même une grande façade maritime. Vous savez qu'on est un des pays qui a la plus grande façade maritime au monde. Et en même temps, on est un des pays qui a mis sa capitale à l'intérieur des terres, au cœur du pays, parce qu'on est un pays de paysans et de notaires, plus tourné vers la rente que vers l'aléa, vers la pêche et vers l'aléa que peuvent constituer le maritime. Mais je ne sais plus qui l'a dit, les grands pays aujourd'hui qui réussissent sont ceux dont les métropoles ou sont ceux dont les grandes capitales sont au bord de l'eau. Regardez un tout petit peu. Donc en effet, c'est vous qui l'avez dit. Et l'avenir, en effet, c'est la mer. Alors je ne veux pas plagier mon ami Jacques Attali, qui est un fervent défenseur de ça, d'autant qu'il m'a inquiété l'autre jour en m'indiquant qu'il avait les meilleures relations du monde avec le Premier ministre, qui, ne l'oubliez pas, est le maire du Havre. Donc je lui ai dit qu'il fallait quand même que son cœur aussi bascule un peu à Marseille. Mais donc le maritime passionne. Je rebondis aussi sur le propos de Jean-Luc. On a eu l'occasion, je crois, Jean-Luc et moi, mais d'autres d'entre vous, de recevoir le délégué interministériel qui est en charge donc de cette réflexion sur le portuaire d'une manière générale. Et en effet, quand je l'ai reçu, moi qui ne suis pas un spécialiste, bien évidemment, de ce domaine-là, j'ai découvert, si je puis dire, que tout le sujet était l'Interland, l'intérieur des terres, parce qu'on voit bien, pour ne parler que du grand port de Marseille, on voit bien qu'il y a une rupture de charge quand on est sur le fluvial entre chez nous et Lyon, pour aller que jusqu'à Lyon, et qu'il y a un vrai travail. Et comme le disait Jean-Luc, c'est pas neutre d'avoir un délégué interministériel, et c'est pas neutre d'avoir à nos côtés les pouvoirs publics, parce qu'on voit bien qu'on est sur plusieurs régions, on est sur des enjeux qui concernent des acteurs très différents, qui défendent pas tous d'ailleurs les mêmes objectifs, parce qu'ils ont des objectifs différents chacun. Et donc, c'est très important, d'avoir cette mission déléguée interministérielle qui va travailler pendant 2 ans sur cette réflexion-là. Il y a sûrement une complémentarité avec nos ports, puisque j'étais l'autre jour chez Jacques. En effet, dans le Var, j'ai découvert que Toulon était une ville de croisiéristes. Mais moi, je découvre plein de choses, donc, mais ça m'a fait plaisir. En même temps, il n'y a pas que nous à Marseille. C'est bien, et je sais qu'en effet, du côté de chez Jean-Pierre, il y a pas mal de grands bateaux qui sont du côté de Villefranche, puis je parle bien sûr de Cannes et de tout cela. Donc, et de faire pour nous, d'écrire pour nous, entre nous, un livre blanc, ça me paraît important parce que moi, la position que j'ai, et que vous allez comprendre, c'est qu'il faut qu'on ait notre autonomie de pensée, et il faut qu'on ait notre propre discours, qui ne doit pas être différent des autres, mais il faut on ne doit pas être à la remorque
des pouvoirs publics ou d'autres. Et n'y voyez aucune critique, hein, cher monsieur. Hein. Mais il faut qu'on ait notre propre autonomie de pensée sur ce qui est bon pour l'économie, pour cette économie qui est l'économie maritime au sens large, et qu'à partir de là, on porte cette voie-là auprès des pouvoirs publics et de l'ensemble des acteurs. Donc ce travail sur les livres blancs, hormis le fait qu'à la fin, moi je serai plus intelligent, parce que pour l'instant, je n'en ferai pas des tonnes hein, sur ce domaine-là. Je crois que c'est très très important, et bravo et merci encore. Et en plus, je crois que c'est passionnant, mais nous n'oublions pas non plus, en effet, l'ensemble, on ne va pas se concentrer que sur le maritime. Je tranquillise mes amis de l'intérieur des terres. Voilà. Merci encore pour ces échanges. Merci, Monsieur Lacroix. Vous allez rester encore quelques minutes sur la tribune. Il y a une petite partie avec un vote pour les schémas sectoriels. Ensuite, on peut voir les échanges. Vous avez reçu la version intégrale des schémas sectoriels dont j'espère que vous avez pris connaissance, que vous avez lu les 270 pages, puisque avant de se quitter, il y a une interro écrite. Et voilà. Et donc, au-delà de cette version intégrale, on vous a fait donc l'expression des 7 actions prioritaires, collectives, qu'on fera émerger de manière à conduire ensemble un certain nombre de transformations. Ça, c'est la deuxième chose. Et on vous remettra à l'issue de ce vote donc, le document. Nous avons le quorum qui est atteint, 56 votants, membres présents ici pour passer au vote. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est de passer un vote en bloc, parce qu'on ne va pas passer un par un, à moins qu'il y ait quelqu'un qui s'y oppose. Donc, ma question est simple. Y a-t-il quelqu'un qui serait contre le travail qui a été fait durant ces quelques mois sur les schémas sectoriels? Personne n'est contre. Quelqu'un souhaiterait s'abstenir? Je vois que nous sommes une assemblée de sages. Merci encore pour ce vote à l'unanimité. Et puisque vous avez été sage et sympa, maintenant, vous avez le droit à ce qu'on vous remette le document de synthèse donc, des actions prioritaires. Voilà. Non, Jean-Luc, je ne les dédicace pas. Mais voilà, c'est pour tes devoirs d'été sur le bateau. Voilà, merci encore. On va vous remettre donc ce document, qui est la deuxième partie après la vision, donc les plans d'action. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Nous allons maintenant aborder le SROM, pour schéma régional d'organisation des missions des réseaux des CCI de PACA. Pour en parler, j'appelle Roland Gomez, premier vice-président de la CCI de région et président de la CCI des Alpes de Haute-Provence. Monsieur Gomez, si vous voulez bien rejoindre l'estrade. Monsieur Gomez, j'ai une première question toute simple. Qu'est-ce que le SROM pour schéma régional d'organisation des missions? Bonjour à tous. Bon, le SROM, alors les sujets les plus sympas, sexy, viennent d'être débattus. Moi, je vais vous parler d'organisation. Le SROM, le schéma régional d'organisation des missions définies. Les missions qui sont confiées respectivement au CCIT et la CCIR. Il s'agit, en synthèse, de déterminer qui fait quoi au sein du réseau, comment, c'est-à-dire par référence à quelle organisation et à quels moyens. Les délais très serrés pour élaborer ce schéma nous ont contraints à définir, dans un premier temps, un document d'orientation mentionnant les objectifs de mutualisation, les grands principes selon lesquels cette problématique doit être abordée. Ce document fera l'objet d'une révision régulière tout au long de la mandature. Et voilà. J'ai une deuxième question qui va concerner et intéresser tout le monde ici. Quels sont les objectifs de mutualisation des CCI? Deuxième question. À la mutualisation, de façon générale, c'est un peu toujours les mêmes objectifs. Donc, je vais les reprendre pour qu'on soit clair. Optimiser les coûts, améliorer l'efficacité, sécuriser les processus,
harmoniser les pratiques, renforcer l'expérience et le professionnalisme de nos équipes en élevant le niveau de compétences. Vous parlez de grands principes de fonctionnement que le réseau des CCI de PACA s'est fixé. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Avec le président Alain Lacroix et tous mes collègues, c'est définir une gouvernance qui permette aux CCIT, qu'il y ait ou pas délégation, d'avoir un droit de regard sur la gestion des fonctions mutualisées. La mutualisation, ça ne veut pas dire la centralisation. Les équipes de la fonction mutualisée seront choisies sur l'ensemble des territoires, comme d'ailleurs le groupe qui s'occupe aujourd'hui est présidé par, managé par la CCIT du 04, mais bien sûr que toutes les autres CCIT y participent. Tous les personnels des fonctions de support mutualisées sont rattachés hiérarchiquement à la CCIR, si c'est le cas, ou à la CCIT qui sera délégataire du service. Les budgets, c'est la même chose, seront mutualisés et seront en fonction gérés par la CCIR ou la décision que l'on prendra ou les CCIT délégataires. On privilégiera le niveau local ou central en fonction de l'efficacité. On se fixe bien sûr une cible d'économie. La mutualisation, un des premiers objectifs, c'est aussi celui-là, d'économie. Donc, on peut ou économiser ou dépenser la même chose pour faire mieux. Voilà. Et puis, effectivement, les gens fourniront un indicateur de performance. On fournira pour que le travail soit suivi. Quels seraient les ingrédients pour réussir ensemble? Est-ce qu'il y a une recette? La recette, c'est qu'au départ, il y a une volonté forte d'aboutir, parce que la question, ça pourrait être aussi, les CCI n'existent pas depuis que 2010, où on a obligation de réfléchir à s'organiser. Donc, c'est surtout une volonté de travailler ensemble. Une culture régionale, c'est-à-dire d'adhérer à un système de valeurs communes. Et puis, les valeurs sont souvent affichées. C'est la communauté, des fois, qui l'est moins. Un engagement de mobilisation au management de nos permanents. Des moyens pour accompagner le changement. C'est sûr que ça permet de déterminer qui fait quoi. Et puis, un calendrier qui soit réaliste de déploiement. Je pense que c'est la volonté commune qu'a cette mandature et j'espère qu'on y arrivera parce que c'est un point, le SHROM, essentiel à la réussite de la mandature, je pense. Je vous remercie pour votre intervention. Je voulais... De rien. Merci, Monsieur Gomez. Je voulais rappeler Xavier Belleville pour une précision administrative à donner. Oui, sur le SROM, juste une petite précision. Donc, comme on vous l'a précisé tout à l'heure, c'est des documents très administratifs qui répondent à des critères de transmission et qui ne sont pas les mêmes entre le schéma sectoriel et le SROM. Ce qui signifie que nous avons eu l'obligation d'envoyer au CCIT les schémas sectoriels 15 jours avant cette Assemblée générale et le SROM, nous avons l'obligation de l'envoyer un mois avant. Notre dernier bureau de validation étant le 6 juin, les délais n'étaient pas requis pour valider juridiquement aujourd'hui le SROM. Nous avons pris le parti de vous le présenter pour qu'il y ait cet échange en Assemblée générale et nous avons l'intention de vous rassembler après le 15 juillet. Et comme je sais que ça va crier, on fera une Assemblée générale électronique qui vous permettra de vous prononcer sur le SROM avec un certain nombre de délibérations balais dont on a besoin d'aller avoir la validation avant le vrai départ en congé. Voilà la précision administrative que je voulais vous apporter. Pas de vote aujourd'hui, présentation, mais un vote dans le cadre d'une Assemblée générale électronique. Juste une précision, c'est l'intervention du vice-président Gomez que vous appelez présentation du SROM à l'Assemblée générale. Il ne sera pas fait plus de présentation. La présentation du SROM, c'est le document qui vous a été adressé. Je ne pense pas qu'il convenait de le reprendre paragraphe par paragraphe. C'est pour ça qu'on a souhaité avoir
une présentation qui soit celle-ci et qui reprend, à mon avis, comme l'a dit le vice-président, la mutualisation, on connaît les grands axes, il l'a répété, c'est efficacité, efficience, économie. Là, on est dans un document d'intention. Ce premier document est vraiment un document d'intention. Dans un deuxième temps, avec là où encore, j'en parlais tout à l'heure de la méthodologie, on va mettre des plannings en place, des actions à réaliser, et on viendra vous présenter régulièrement ce SROM révisé, en sachant encore une fois qu'il y a une commission qui est composée, Roland Gomez l'a dit, qui est composée de toutes les CCI. Elles sont amenées à y participer pour apporter leur éclairage. Merci. En septembre, le SROM sera plus avancé, évidemment, et on souhaite une application courant 2018. C'est quelque chose qu'il faut quand même réfléchir pour le mettre en place correctement. Je suis désolé, excusez-moi, mais du coup, ça veut dire qu'on vote après septembre ou on va voter avant le fait que le SROM soit développé? Laurent Amar, entrepreneur travaux publics en région PACA. Exactement le document définitif, y compris qu'on a un cabinet qui va nous aider à faire les bons choix. Le cabinet, c'est Mafor, si j'ai pas. Donc oui, on essaie de. Exactement. Il y aura le document définitif, il va aussi être tout au long de la mandature, puisque l'intention, comme l'a dit le vice-président, c'est aussi d'aller pas à pas. Il ne va pas y avoir un grand soir des mutualisations, ça va se faire pas à pas, donc on sera amené à réviser progressivement ce document. Clairement sur le SROM, pour être clair et pragmatique, ce que j'ai dit à la tutelle, ce que nous faisons et ce que vous allez voter, c'est une déclaration d'intention, c'est-à-dire qu'on va faire des mutualisations. Après, les moyens d'y parvenir, vous faire voter, même en septembre, les moyens d'y parvenir, vous le ferez sans moi. Parce que ce n'est pas possible. Ben oui, ce n'est pas possible. Il faut, dans ce travail-là, il y a un travail d'écrire d'abord, de se mettre d'accord entre nous sur des principes. Voilà. Et les principes, on fait quoi? On met tout à la Chambre régionale? Ça, c'est un principe. On prend le principe de dire que les mutualisations, ben, elles se font à travers les chambres territoriales et en fonction de leurs spécificités, c'est un autre principe, etc., etc. Donc, il y a des principes de gouvernance. Dans une mutualisation, par nature, on ne donne pas le manche. À la fois, on concentre les moyens pour faire des économies et pour avoir, comme l'a dit Roland, l'ensemble des effets qu'on peut avoir sur le professionnalisme, sur etc., etc. Et en même temps, on met en place un mode de gouvernance qui permet d'éviter ce que j'ai déjà entendu et ce qui est la loi du genre. Quand on fait une mutualisation, oui, c'est certes, on fait quelques économies, mais ça marchait mieux avant. Donc, il faut de la gouvernance, de manière à challenger le système. Tout ça, sur ces principes-là, pour l'instant, moi, de vous à moi, on est au tout début de ça. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord. Ensuite, il y a une méthodo pour mettre en œuvre, pour choisir et mettre en œuvre ces mutualisations. Pourquoi? Ce n'est pas la peine de mutualiser des choses qui vont nous coûter, enfin qui ne vont rien nous rapporter ou pas grand-chose. Ce serait s'embêter pour rien. Et puis, il y a des choses, de mon point de vue, qui pourraient, dans l'absolu, vu d'un point de vue intellectuel, être mutualisables et qui, de mon point de vue, sont suffisamment sensibles pour ne pas l'être. Mutualiser, comme j'ai pu l'entendre, ça et là, la communication, moi, non. Pourquoi? La communication, c'est quelque chose qui est suffisamment sensible et proche de l'activité d'une chambre. Et là, moi, je parle même en homme de réseau. Si moi, on voulait mutualiser la communication de ma maison, ben, je peux vous dire, ils attendraient longtemps. Donc, j'applique aux autres ce que je m'applique à moi-même. Donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on étudie. Et vous voyez bien que ça nécessite un certain nombre, et notamment au niveau du bureau, un certain nombre d'échanges que nous avons déjà eus et sur lesquels on va revenir. Et puis après, une fois qu'on a déterminé un peu tout ça, ce qui va prendre un petit peu de temps, ben, il faut mettre en place des groupes de travail
Parce que le dire, c'est bien, le faire, c'est un peu plus difficile. Pourquoi? Il y a des gens derrière, il y a des activités, il y a des personnels. Et entre les deux, en plus, moi je souhaite que dans ces mutualisations-là, on puisse les chiffrer, qu'on puisse chiffrer le gain. Parce qu'il n'y a rien de plus important que de pouvoir chiffrer les gains. Si on fait des gains, on va être assez vite d'accord. Après, il y aura les moyens d'enquiller le terrain, mais on sera assez vite d'accord. Voilà, c'est tout ça qui... Et donc, ce n'est pas un travail... on ne va pas rendre une copie au pouvoir public, à la tutelle d'ailleurs, qui ne nous la demande pas, mais c'est un travail qui va prendre un certain temps. Et après, mettre en œuvre, une fois que tout ça aura été fait, mettre en œuvre ces mutualisations, ben pour moi, c'est l'affaire des 3 à 4 années qui viennent. Voilà. Et on va commencer par un premier... On va pas faire toutes les mutualisations en 2018. On ne les a pas faites depuis des années. Voilà, on ne va pas le faire en 2018. Le but, c'est d'arriver déjà à cela à la fin de cette mandature. Voilà. Donc, ce qui va vous être demandé et ce qui est déjà le fruit du travail des échanges qu'on a vus au niveau du bureau, c'est de voter non pas une copie terminée et en blanc, ni un chèque en blanc, c'est une déclaration d'intention, comme j'ai pu le dire. Et puis ensuite, moi, j'ai aucun sujet, à la fois, bien évidemment, avec le bureau, parce que le bureau, il travaille avec nous, mais et je pense que mes collègues n'ont aucun sujet pour, à l'occasion des travaux, de revenir près de vous, à la fois pour vous informer, mais aussi même pour solliciter vos votes. Je n'ai pas de sujet là-dessus, parce que les mutualisations, de vous à moi, elles se feront si on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, elles ne se feront pas. Et si vous n'êtes pas d'accord, moi, je ne les ferai pas. Je veux dire, je ne vais pas le faire... Enfin, ce n'est pas moi, d'ailleurs, nous tous. Donc voilà. Et je pense qu'aussi, c'est un moyen d'enrichir aussi la tenue de nos assemblées générales, de pouvoir revenir de temps en temps, pour faire le point sur les 7 actions prioritaires. Pareil, on ne va pas les faire en 2018, sinon après on s'arrête et on fait autre chose. Mais de manière à bien modéliser et planifier ces actions prioritaires et les déployer dans le temps, voire même, je l'ai dit, peut-être d'en abandonner une au bout parce qu'on va se dire, après tout, c'est plus pertinent, ça arrive, ça. Hein. La meilleure stratégie, c'est la stratégie qui n'est pas figée. Et puis, d'un autre côté, donc au cas le cas et au fur et à mesure du déploiement, de revenir vers vous, pour vous expliquer tel chantier de mutualisation, et puis ses contours, voire de solliciter, moi, ça ne me pose aucun problème, encore une fois, votre agrément, parce que c'est très important qu'on puisse tous, dans un sujet qui est aussi sensible que ça, porter le même message et la même adhésion. Voilà le sens de la façon dont on va travailler. Et c'est pour ça que j'ai dit au pouvoir public qu'on ne rendrait pas une copie définitive. D'ailleurs, on ne pourrait pas le faire. Et on ne va pas faire un truc offshore, en dehors du travail de concertation et de fond que nous ferons tous ensemble. Et sur ce plan-là, il n'y a pas de sujet. Voilà. J'ai répondu ? Je reconnais à la fois ta méthode et puis ta sagesse. Ma question, elle n'allait pas jusque-là. La vraie question, c'est de dire, le législateur, il nous a demandé d'établir des schémas sectoriels et puis un schéma qu'on appelle le SROM. Les schémas sectoriels, tu m'as fait l'honneur et la confiance de me laisser piloter un des schémas. Et donc, on a travaillé, on a produit un document achevé qu'on a pu mettre au vote et puis qui a été défini. Ce que je ne comprends pas, c'est est-ce que ce document tel qu'il nous est aujourd'hui présenté, c'est ça qu'on appelle le SROM ? Et il n'y aura pas d'autres documents, et puis on évoluera dans nos discussions, ou est-ce qu'on va être amené à faire évoluer ce document et qu'on sera amené à revoter sur une évolution 1 ou 2 de ce document avant la fin de l'année, si j'ai bien compris, les deadlines, parce que je ne suis pas un spécialiste de ça, et c'est ce document évolué qu'on appellera le SROM, c'est tout. C'est pour savoir sur ce sur quoi on vote, en fait. Est-ce qu'on sera amené à revoter après, et auquel cas, là, on vote sur des intentions, ou pas? Je n'ai pas bien compris ce point-là. Oui, d'accord. Après, la méthode, Alors, aucun problème Laurent, avec la méthode. Moi, je ne suis pas trop encore versé dans ces démarches très administratives que sont celles des chambres régionales de commerce, dont j'ai pu
à l'occasion auprès de Monsieur le Préfet dire que je trouvais ça un peu lourdingue et très administratif. Et je lui ai même dit tout à fait à ce qu'on peut voir dans notre pays, d'une manière générale, et auquel on devrait donner un peu d'air, si tu vois la position que je prends. Donc par rapport à cela, en effet, moi, ma démarche, elle est celle-là. C'est-à-dire, on reviendra sur ce document qui sera sur cette déclaration d'intention pour l'enrichir et pour, à un moment donné, en effet, voilà, c'est ça l'ESROM, et d'y mettre au fur et à mesure l'ensemble des éléments. Mais la réflexion, moi, je nous sens incapables, mais quand je dis nous, moi, je le suis. Je nous sens incapables de fournir, autrement de faire semblant, un document qui soit définitif et qui soit précis sur ces mutualisations. Parce que si c'est ce qu'on nous demande, c'est pas possible, quoi. Même dans des entreprises authentiquement privées, on n'est pas capable de le faire. Voilà. Et donc nous, voilà. Et ce message-là est passé. Il n'y a pas, d'ailleurs, Monsieur Acquies, ce message-là est passé. Voilà. Oui, oui. Mais encore une fois, dans la démarche, moi c'est clair. Je pense que sur cette démarche que sont les mutualisations, la meilleure façon de faire, c'est celle-là. C'est véritablement qu'on en discute, qu'on ait une méthode et qu'on revienne. Pour moi, l'Assemblée générale, il y a deux choses dans l'Assemblée générale qui me semblent importantes. La première, bon, il y a les figures imposées qu'on va faire là dans quelques instants, où on vote des trucs, tout le monde est d'accord, un peu à la soviétique. Mais c'est pas ça, moi, qui m'intéresse dans l'Assemblée générale. Pour moi, l'Assemblée générale, parce qu'on est le socle, parce que si nous, et si vous, et si nous tous, on n'est pas convaincus de ce qu'on fait, quelque part, quand on retourne dans nos pénates, on parle, on diffuse, et quelque part, ça se sait, et quand ça se sait, ça crée des malaises, et derrière, ça ne marche pas bien. Moi, je veux qu'on fonctionne de manière, tous ensemble, de manière collective, et le collectif, ça passe par la capacité d'y travailler, de se mettre d'accord, et encore une fois, la meilleure ligne, ce n'est pas la ligne droite. Donc, sur les mutualisations, qui est quelque chose qui nous est imposé. Moi, personnellement, si je n'avais pas à conduire des mutualisations, je ne serais pas plus mal. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est toujours, je l'ai vu dans mon groupe, c'est quelque chose de délicat, de sensible, parce qu'au bout, en plus, il y a des gens, hein, il y a des collaborateurs. Mais encore une fois, moi, ce que je souhaite au niveau de l'Assemblée générale, c'est ça. C'est qu'on ait véritablement, au-delà des figures imposées sur des choses très administratives, qu'on ait des échanges et qu'on puisse rythmer nos assemblées de retour et de focus et de zoom, voire d'échanges, même si le droit ne nous le demande pas, de se mettre d'accord sur des chantiers tels que ceux-là, parce que c'est comme ça qu'on sera plus collectif, plus performant d'une manière générale, et qu'on ne va pas se regarder en coin, quoi. Voilà. Et c'est véritablement la posture que j'ai avec le bureau, qu'on a tous ensemble, mais il faut que ça soit plus large. Donc, et comme le sujet des mutualisations, de vous à moi, le livre blanc de Maritime, c'est très important. Mais si on ne le fait pas, le préfet ne va pas se retourner dans son lit. Hein. Ce n'est pas un problème. Rien ne nous est demandé à ce niveau-là. La preuve en est, c'est qu'avant, quand on faisait les schémas sectoriels, on faisait le document, 300 pages, on le donnait au préfet. Je schématise, hein, cher ami. Et puis derrière, tout le monde s'en foutait, puisque personne ne lit. Et on ne faisait rien. C'est tout l'inverse qu'on veut faire. C'est tout l'inverse qu'on veut faire à travers ces quelques plans d'action, ces quelques actions qu'on a déterminées. Mais ça, à la limite, pour être clair, personne ne nous demande rien. Si on ne le fait pas, on aura fait un beau document et c'est tout. Ça ne sera que pour nous, hein, dans notre conscience. Sur les mutualisations, je pense qu'on est un peu attendu. Et donc, il faut le faire, mais moi, je souhaite qu'on le fasse avec notre main à nous, de la façon dont nous, on doit le faire. Parce qu'on pourra rendre une copie qui n'est peut-être pas dans la pureté absolue, mais ce n'est pas grave. Si on le fait à notre main, à notre façon, au bout, il n'y a personne qui viendra nous demander quelque chose. Voilà. Et donc, c'est un élément extrêmement sensible sur lequel il faut qu'on travaille tous ensemble. Voilà. Merci, Monsieur Lacroix. Voilà, il est quasiment 11h45. La première partie de la matinée se termine. Je vous remercie tous les intervenants, tous les grands témoins, puis toute l'assistance pour votre attention. Voilà, il est temps de rendre le micro. Je vous laisse la tribune.